Maître Pépé Antoine Lama au bout du fil. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, surtout que nous savons que le calendrier il est chargé. Mais bon, on ne va pas abuser de votre temps, on va aller rapidement. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Vous êtes sur Happy Média à Guinée dans l'émission Le Déballage et le thème c'est Affaires Sextape, peine et conséquences. C'est à cela qu'on s'intéresse aujourd'hui. Ma première question est la suivante. Quelles sont les lois en vigueur en Guinée concernant le partage des sextapes de nudité sans consentement? Bon, écoutez, depuis bientôt 6 ans, la Guinée s'est dotée d'une loi qui réprime les infractions qui se commettent par l'utilisation des moyens informatiques. C'est une loi sur la cybercriminalité. La diffusion, le partage des données informatiques de nature à troubler l'ordre public sont sévèrement punis et réprimés par cette loi. D'accord. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues par la loi pour le partage de ces vidéos? Bon, il y a des sanctions pécuniaires qu'on appelle des peines d'amende. Il y a également des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. N'ayant pas les textes sous mes yeux, je ne peux pas vous dire avec précision la fourchette des peines d'amende et des peines d'emprisonnement. Mais je dois souligner que c'est des peines d'amende souvent très élevées qui dépassent parfois les 100 millions de francs guinéens. D'accord. Alors, la troisième question, est-ce que, parce que ce n'est pas la première fois que nous vivons cela, est-ce que la loi a déjà eu à punir ces personnes qui ont déjà commis ces actes? C'est-à-dire qui ont déjà diffusé... Bien sûr que oui. Vous vous souvenez, je ne veux pas rappeler les noms des intéressés, mais il y a un moment, une vidéo d'une sextape parcours qui avait, excusez-moi de l'expression, qui avait fait le tour de la toile. Les intéressés avaient été jugés et condamnés par le tribunal de première instance de Kaloum. D'accord. Et cela depuis combien d'années? Bon, je pense qu'il y a au moins 6 ans, 7 ans en arrière. D'accord. Maître Pépé, la question de précision que moi je voudrais savoir, est-ce que les peines, d'accord, sont différentes en fonction de la manière dont la vidéo a été obtenue? Bon, pas du tout. Vous savez, en droit pénal guinéen, il y a toujours une borne minimale et une borne maximale quand il s'agit d'aménager des peines. Et la loi dit toujours que quiconque fait ça et ça est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre 1 mois à 3 ans. Donc le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, a le pouvoir, la souveraineté de choisir la peine applicable. Maintenant, tout dépendra des données du dossier. Si la personne mise en cause peut, en fonction du degré de gravité de l'infraction, bénéficier des circonstances atténuantes, le juge tiendra compte. Mais lorsque les faits sont graves, le comportement est tellement néfaste que l'intéressé ne peut pas bénéficier des circonstances atténuantes, naturellement, le juge ne peut pas hésiter à appliquer la peine la plus forte. Alors maître. Micro. Allô, maître. Oui. Quels sont les recours possibles pour une personne victime de telles pratiques? Bon, aujourd'hui, l'arsenal du point de vue répression s'est beaucoup renforcé. Et au niveau de la police judiciaire, il y a la direction centrale de la police judiciaire qui a en son sein une division cybercriminalité qui s'occupe de ces questions. Et la Guinée aujourd'hui est en train de se doter des équipements qui permettent d'analyser les téléphones, procéder à certaines vérifications et situer certaines choses. Donc il y a aujourd'hui, donc de ce côté, il y a des officiers de police judiciaire qui ont été spécialement formés pour enquêter sur les cas de cybercriminalité. Au niveau également de la magistrature, il y a des magistrats qui ont suivi des formations en Guinée et qu'à l'étranger. Donc, quiconque est victime d'une telle infraction a le choix de déposer directement plainte au niveau d'un service de police judiciaire
ou au niveau d'un parquet d'instance. Ça dépend de la juridiction compétente. Si vous estimez que l'intéressé ou la personne mise en cause réside dans le ressort du tribunal de Kaloum, vous pouvez porter la plainte devant le tribunal de Kaloum. Si vous estimez que la chose a été diffusée à Kaloum, vous pouvez saisir le tribunal de Kaloum au nom de la compétence territoriale. Voilà un peu comment ça se passe. Alors, maître, je dis, oui. Est-ce que ces tribunaux-là, ces instances de juridiction-là peuvent s'autosaisir du dossier si c'est l'ordre public? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, si ce n'est pas des atteintes à la personnalité pour lesquelles il faut une plainte préalable pour mettre en mouvement l'action publique, toute autre infraction susceptible l'infraction, n'est-ce pas, trouble naturellement l'ordre public, le procureur a le droit de s'autosaisir et d'engager des poursuites. On appelle ça l'opportunité de poursuite. D'accord. Et si on parlait des conséquences juridiquement, quelles sont les conséquences que ces affaires de sextape peuvent avoir? Bon, vous savez, il y a quand même des conséquences psychologiques. Les victimes des sextapes porteront, n'est-ce pas, sur leur conscience un bagage à vie. Et ça peut avoir des répercussions au niveau familial. Allô, maître? Allô? Oui, allez-y. La victime de sextape, si elle ne bénéficie pas de l'accompagnement d'un expert, d'un psychologue, d'un spécialiste en la matière, peut être tentée de se suicider. Et je pense que c'est des facteurs à ne pas négliger. Il y a la famille, il y a les proches qui se retrouveront forcément affectés par la publication d'une telle vidéo. C'est pourquoi chacun, en ce qui le concerne, devrait faire preuve de responsabilité pour ne pas être à la base de la diffusion, du partage et de la publication des vidéos de ce genre. Justement, je voulais rebondir sur cette partie-là, parce que là, on parle de punition et tout, mais est-ce que les victimes ont une sanction? Ou c'est des victimes à part entière? Écoutez, quand on dit victime, c'est par exemple la personne qui a été filmée sans son consentement. Mais si c'est la personne qui s'est filmée, ou c'est la personne qui a enregistré et qui a fait diffuser, en ce moment, elle n'est plus une victime. Elle devient auteur et est en conséquence poursuivable. C'est ce qui s'est passé dans le cas qui a été jugé au première instance de Kaloum. L'intéressé s'était fait filmer. Il a gardé les données dans son téléphone et malheureusement, on ne sait pas à quelle manière ça s'est retrouvé sur la toile. À partir du moment où il est avéré que c'est lui qui les a filmés et qui les a gardés, et naturellement, il doit être la première personne à être interrogée sur la diffusion. C'est pourquoi, bien que figurant sur cette vidéo-là, ignoble, il a été jugé et condamné. Il y a une autre vidéo qui circule où l'intéressé même s'est fait filmer et la vidéo s'est retrouvée sur la toile. Si on doit sérieusement engager des poursuites, la personne qui s'est fait filmer doit être interrogée sur comment cette vidéo s'est retrouvée sur la toile. Donc, elle ne peut pas être considérée comme une victime. Alors, maître, je dis, est-ce qu'au niveau de la sentence, on prend en considération les conséquences des victimes? Par exemple, si une victime, une personne qui est victime de telles pratiques arrive à perdre la vie, par exemple, pour conséquence cela, est-ce que cela peut aggraver un petit peu la sentence au niveau de la personne coupable? Bon, il faut faire le distinguo entre l'action publique et l'action civile. D'accord. L'action publique vise à la répression de l'infraction, alors que l'action civile vise à la réparation du préjudice causé. L'action publique vise à l'application de la peine. Ça peut être une peine d'amende, une peine d'emprisonnement. Maintenant, cela est différent du dommage que l'infraction a causé à la victime. D'accord. Alors, si l'intéressé, par exemple, a perdu la vie, il peut se trouver que l'intéressé a forcément des héritiers ou des ayants droit. Alors, ceux-ci sont fondés à demander réparation.
Et cette réparation-là est différente de la peine d'amende et peine d'emprisonnement qui sont infligées. D'accord. Me mettre une dernière question. Moi, je voudrais savoir, parce que quand une vidéo fuite, d'accord, les responsables sont traqués, chacun essaie de tirer le trait de son côté. Je voudrais savoir quels sont les différents types de preuves, d'accord, utilisées dans les affaires de diffusion de sextapes non consentis. Bon, en matière pénale, la preuve est libre. Mais n'oublions pas que nous avons affaire avec une matière spéciale qui demande quand même une certaine expertise. Nous sommes dans le domaine de la cybercriminalité. Il faut une certaine expertise dans le domaine informatique. Aujourd'hui, la Guinée a des structures qu'elle est en train de doter des instruments qui permettent d'analyser les téléphones, les ordinateurs pour éventuellement détecter l'origine des fuites et des vidéos. Donc, ce sont des voies qui peuvent être exploitées par les enquêteurs pour contribuer au rassemblement des preuves, à l'identification des auteurs et éventuellement à leur jugement. D'accord. Alors, pratiquement aujourd'hui, nous savons tous ce qui se passe sur la toile. Est-ce que la justice s'est appropriée de ces dossiers présentement? Oui, hier, par exemple, j'ai accompagné 2 journalistes dans un service de police qui est en train d'enquêter sur le sujet. La justice s'est déjà saisie. Et les 2 parquets généraux, cour d'appel de Conakry et Cancan, ont déjà fait des communiqués et lancé des instructions pour cette fin. D'accord. Alors, pour terminer, est-ce que, en tant qu'avocat, en tant que connaisseur de la justice, de la loi, est-ce que vous avez un message non seulement à l'endroit de la population, parce que c'est les premiers consommateurs et diffuseurs, d'accord, mais également à l'endroit des victimes? Bon, le message que je peux lancer à l'endroit des Guinéens, c'est de faire preuve de prudence. Nous sommes tous, sans exception, exposés à ce genre de pratiques-là. Nous devons faire preuve vraiment de prudence.